Bonsoir à tous et bienvenue à cette cinquième et dernière journée de l'actuariat Loïc. Aujourd'hui, on va parler de data, d'IA et d'actuariat. Je suis Coco Aristide, étudiant en M2 à l'Euron Institut Actuariat à Brest. Je suis accompagné de Jordan et Loris à qui je laisse se présenter. Bonjour à tous. Moi, c'est Laurie Sandra, étudiante à l'Institut du risque et de l'assurance de Le Mans Université en Master 1. Et Jordan, je pense qu'on a un problème avec son micro. Donc, c'est Jordan, je me permets de te présenter Jordan. C'est Jordan Jatio, et aussi étudiant à l'EURIA à Brest, en M2, et dans la même classe que moi pour le coup. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on parlera de data et d'IA. Et pour cela, on a trois intervenants. D'abord, que nous tenons à remercier Yolan Messi, André Messi et Antoine Messi. Et ces trois intervenants vont principalement parler de leur parcours, leur expérience, leur anecdote. Ces faits qui les ont aidés à progresser dans le métier, vous présenter une manière de voir la data science, l'IA et le lien à faire avec l'actuariat. Et donc, comment ça va se passer cette journée? Comme je le disais, leurs interventions seront principalement axées sur les points que j'avais énoncés. Mais l'idée aussi, ce sera pour nous, pour vous, de poser vos questions, apprendre de leur expérience. C'est d'ailleurs pourquoi le chat il sera ouvert et vos questions seront relayées par, par l'un des animateurs. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au premier intervenant, Antoine, je ne sais pas s'il est déjà là, pour intervenir. Peut-être pas. Alors, je vois pas Antoine de connecter. Ok. Si vous voulez, je Bah, vous pour le coup, propose de le prendre la premier. main Ok. et puis on va intervertir les places. Bah déjà, bonsoir à tous, merci pour l'introduction. Euh, alors, je vais me présenter un petit peu, je vais vous présenter un petit peu mon parcours et puis ensuite on essaiera un peu peut-être de répondre à la question qui est aujourd'hui, euh, quelles sont, à mon avis, les bonnes compétences à avoir pour avoir un peu la double casquette data scientist actuaire? C'est quand même, il y a quand même des spécificités et vous pouvez quand même tirer parti de vos connaissances en actuariat, vos connaissances en assurance, parce que il y a beaucoup d'applications en data science qui nécessitent de l'expertise métier. Je pense qu'on essaiera de répondre un peu à cette question. Euh, Tout d'abord, moi, je suis Yolan Honoré-Rougier. J'ai fait l'ENSAE il y a plus de 10 ans maintenant. Ça commence à dater un petit peu. Et donc, à l'époque, c'était encore, on va dire, il y avait encore une forte tendance à avoir une voie actuariat très chargée et des voies data science qui étaient encore assez peu finalement représentées. C'était le tout début. C'était donc en 2013, comme ça que je suis sorti. C'était encore le tout début de la partie actuariat, de la partie data science. C'était un sujet dont on entendait beaucoup parler, mais qui n'avait pas encore complètement décollé dans les entreprises. On en entendait parler aux États-Unis, il y avait des entreprises qui le mettaient beaucoup en avant, mais dans les entreprises françaises, c'était moins le cas. Et donc, moi, j'ai suivi un diplôme d'actuariat. J'ai eu le titre d'actuaire, travaillant aussi, alors, aussi bien sur des problématiques vie que non-vie, mais plutôt historiquement sur de la vie. Donc, notamment de l'allocation du capital, enfin du suivi de solvabilité 2. Et puis au fur et à mesure, ah bah, je vois qu'Antoine nous rejoint. Bonsoir Antoine. Je sais pas si tu veux prendre la main, j'étais au tout début. Bonsoir. Si tu as commencé, vas-y, hein, je vais Vas-y. pas. Et donc voilà, je disais que j'avais travaillé sur des problématiques assez variées.
Je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez appréciable en début de carrière, d'être ouvert et curieux sur pas mal de sujets, parce qu'on vous parle d'actuariat comme si c'était une unité unique, et puis en fait, on s'aperçoit quand même très vite que entre les gens qui se spécialisent en moteur ALM, les gens qui se spécialisent sur de la technique épargne très réglementaire et ceux qui font de la tarification du provisionnement en dommages, c'est quand même des métiers assez différents. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir un peu une vision d'ensemble de ce qui peut exister dans l'assurance. Et pour ces différents métiers, en plus, il va y avoir des champs d'application de la datation sous de l'IA qui vont être très différents aussi. Donc, c'est bien de remettre un peu en perspective d'un point de vue métier. OK, l'IA et la data science, ça s'applique à plein de choses, mais ça s'applique à un contexte métier. Et donc, il faut le connaître, il faut connaître ses spécificités. Euh, pour donner un petit peu des exemples, donc, j'ai commencé à travailler en 2015 chez Société Générale Assurance en tant qu'actuaire historiquement, donc dans une direction technique dommage. Et je travaillais principalement sur alors sur c'était un service d'actuariat qui faisait plein de choses, mais moi j'avais déjà un petit rôle. C'était un des premiers rôles qui était créé, qui était très orienté data science. Et donc je travaillais beaucoup sur de la modélisation de comportement des assurés, notamment de l'attrition, de la sensibilité au prix. L'idée c'est de dire quand on va faire notre modélisation avancée pour faire de la tarification sur de l'assurance automobile ou de l'assurance multirisque habitation, évidemment il y a la partie modélisation pure de la prime pure. On estime votre prime en fonction du risque que vous représentez, des caractéristiques qu'on connaît de votre contrat et puis vos caractéristiques personnelles. Mais en plus de ça, faut bien se dire que le prix qu'on va vous positionner va vous attirer ou vous repousser. Probablement, enfin, il va être lié au prix que les autres assureurs pratiquent sur le marché. Et ça a même un effet sur le stock de contrats que vous avez déjà en portefeuille. Si vous augmentez vos prix sur certains profils de clients, bah, vous allez créer de l'attrition. Et donc, il y a des sujets autour de la sensibilité au prix, qui est si j'augmente mon prix, est-ce que je fais partir plus certaines catégories de clients qui sont historiquement enfin, enfin, qui existait déjà hein, dans les directions actuarielles, mais en tout cas, ça a été, pour moi, c'était une des applications très concrètes de modèles de machine learning sur des cas d'application réelle. Euh, donc, je dirais la période 2015-2018, c'était encore, même sur le marché, pas spécialement pour moi, mais sur le marché, l'IA, c'était encore très centré sur les données tabulaires, donc les données structurées. L'idée étant d'aller exploiter les données de vos contrats, de vos clients, des actions qu'ils font pour prédire des comportements. Euh, il y a aussi des sujets de fraude, hein. Il y a une licorne française, Cocorico, qui s'appelle Chiffre Technology, qui a fait un petit peu aussi son marché initialement, en tout cas qui s'est fait connaître sur le segment de la fraude à l'assurance. Donc c'était quand même quelque chose de très spécifique. Et leur premier modèle, c'était vraiment exploiter des données des assureurs, des données, des caractéristiques du contrat, du sinistre du client, pour essayer de prédire si un sinistre était frauduleux ou pas. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, le cœur de métier historique. C'est ce qu'ont fait les actuaires déjà depuis très longtemps, ne serait-ce que quand on prend des sujets de tarification dommages, on utilisait déjà des GLM dans les années 90. Donc, c'était philosophiquement la même approche, essayer de prédire des comportements à partir de données, notamment là, ici la fréquence et le coût d'un sinistre. Et ça reste encore des approches, alors on en parle beaucoup moins, je vais y venir aujourd'hui, mais ça reste encore des approches qui sont tout à fait valables encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'analyse du texte, on parle beaucoup de GenAI, ça ouvre plein de nouvelles perspectives dont on va parler, je pense qu'Antoine et André en parleront aussi après, mais euh, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, sur le marché, et encore plus en tant qu'actuaire, vous avez une connaissance des données de la structure des contrats d'assurance, des comportements des assurés, des comportements du portefeuille spécifique sur lequel vous travaillez. Et aujourd'hui, je peux vous dire que moi, je vais encore passer plein de cas d'usage sur du traitement de données tabulaires, donc de données structurées. Je peux vous donner encore des exemples hein,
ce qui se fait aujourd'hui. J'ai plusieurs sujets de fraude qui sont en cours sur différents produits où on arrive encore à trouver des moyens d'améliorer la façon de détecter la fraude, euh, typiquement en analysant des rapports d'expertise et en les comparant à un certain nombre d'éléments historiques qu'on a en base. Euh, on est aussi capable d'aller analyser euh, les recours qu'on fait lorsqu'on a un sinistre auto. Il existe une convention entre assureurs qui s'appelle la convention ERSA et qui permet à un assureur d'avancer de l'argent à son assuré, donc de le rembourser immédiatement, et puis ensuite de se retourner vers un autre assureur pour lui dire, ben, mon assuré finalement n'était pas responsable, je lui ai avancé l'argent pour faciliter le paiement, mais il faudrait me rembourser. Et ces traitements entre assureurs, ils génèrent un certain nombre d'impayés de friction, en tout cas, parce que il y a des flux financiers entre assureurs. Et aujourd'hui, on a envie d'analyser ces comportements pour savoir si il y a des recours qu'on va probablement gagner ou des remboursements qu'on va avoir ou ne pas avoir. Donc, en fait, tout ça pour dire, ces cas d'usage-là, ils sont peut-être spécifiques, ils vous parlent pas si vous avez tout le contexte en tête, mais pour le point que je voudrais que vous reteniez, c'est que votre expertise en tant qu'actuaire, et encore plus aujourd'hui où le monde se spécialise par rapport à, je dirais, avant 2018, où les data scientists faisaient un peu de tout. Ils faisaient du traitement du texte, ils faisaient du traitement du langage, ils faisaient de l'analyse de données dans un notebook, et il commençait à exposer un petit peu tout seul dans le système informatique les modèles qu'il créait. Euh, et donc, il commençait à acquérir des capacités informatiques. Aujourd'hui, la chaîne de valeur, elle est plus segmentée. Les rôles, ils sont plus clairs. Il y a des rôles de data scientists qui font plus de la modélisation, mais il y a aussi des rôles de ML engineer qui sont beaucoup plus orientés tech et qui s'occupent de l'industrialisation des modèles. Et le fait que ces rôles soient plus segmentés fait que votre valeur, à mon avis, en tant qu'actuaire, la double compétence, elle est particulièrement importante pour la partie modélisation au début. Et c'est pas forcément facile de vouloir être en compétition avec tout le monde sur toute la chaîne de valeur. Et donc, il y a plein de nouveaux cas d'usage qui ont été ouverts grâce à l'avènement de ChatGPT. J'imagine qu'absolument tous les gens autour de cette call ont déjà utilisé ChatGPT, ne serait-ce que pour qu'ils fassent leur devoir à leur place. Euh, Ça a des applications extrêmement concrètes hein, en assurance, typiquement analyser, extraire des informations dans des documents qui sont pas structurés. Vous recevez plein de relevés d'informations, vous voulez extraire des informations au lieu de faire de la saisie à la main, vous gagnez beaucoup de temps. Vous voulez analyser des rapports financiers pour extraire des informations clés et faciliter de la prise de décision pour vos investissements. C'est effectivement aussi quelque chose qui est très utile. Vous voulez analyser des notices de fonds structurés pour savoir s'ils correspondent à vos normes en termes de d'ESG et d'investissement. Tout ça, c'est des choses que vous pourriez faire en tant qu'actuaire, qu'historiquement, on faisait avec des modèles qui étaient assez complexes. On développait beaucoup de modèles de traitement du langage pour faire ce genre de choses. Et ça marchait pas forcément très bien. Enfin, en tout cas, c'était compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, avec ChatGPT ou tous les modèles similaires, vous avez la possibilité d'avoir des nouveaux outils pour, de façon autonome, accélérer votre travail. Faites-le, ne vous en privez pas. Mais d'un point de vue modélisation, aujourd'hui, les rôles qui consistent à créer des modèles de machine learning, je pense que c'est plus dur aujourd'hui pour les actuaires d'aller se mettre en compétition, en tout cas sur le marché du travail, avec des gens dont c'est le rôle, on va dire, à temps plein, en tout cas des data scientists ou des ML engineers dont c'est la formation spécifique, d'aller se mettre en compétition pour construire des modèles de NLP. Si vous, concrètement, si vous avez l'intention de déployer des LLM à grande échelle dans une entreprise, c'est principalement des problématiques IT que vous allez rencontrer. Euh, et la double compétence, elle est moins utile et c'est pas forcément là où ça va être le plus facile pour vous de vous insérer sur le marché du travail parce que c'est pas là que vous allez avoir une plus-value différenciante. Alors, je dis plein de trucs, c'est un grand monologue et puis je mélange beaucoup de thématiques. Je ne sais pas si quelques questions ou peut-être que Antoine et André vous voulez un peu compléter certains éléments que j'indique. Bon, je vais rebondir, hein, mais je vais m'assurer d'abord qu'il y ait le temps pour les questions si besoin. Oui, je pense que c'est bien qu'il y ait quelqu'un.
je peux continuer à parler, mais je donne beaucoup d'informations et c'est peut-être un peu dense. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de la discussion et on les remontera aux intervenants. Bah, peut-être, en fait, je vais jeter les dés d'une première question encore. Toujours rester dans le même contexte, en fait, moi, je me pose une question là. Euh, enfin, au regard de votre expérience, de ce que vous observez là, en fait, sur le marché, et du fait que vous parliez de d'autres compétences là, ma question, c'est de savoir, pour un actuel, quelle opportunité orientée data peut s'offrir à lui? Parce que beaucoup voient l'actuel comme gestionnaire de risque, si je m'abuse. En fait, si un actuel, une personne qui vient de sortir de formation veut s'orienter vers des métiers, enfin, vers des postes beaucoup plus data AI, quel type d'opportunité, quel type de poste, en fait, peuvent s'offrir à lui? Je sais pas si la question est Alors, suffisamment si, claire. si, c'est assez clair. Enfin, peut-être qu'on peut répondre à plusieurs, mais Euh, ce que je disais, c'est que je pense que c'est difficile d'entrer sur des postes très orientés analyse textuelle ou analyse de documents de computer vision. Aujourd'hui, le marché s'est spécialisé et c'est pas là où ça va être le plus facile de rentrer. Euh, Quoi qu'il arrive, quel que soit le poste, vous allez aussi, enfin aujourd'hui, les compétences demandées par les entreprises sur le volet IT, elles sont beaucoup plus importantes. On attend que vous soyez capable, même si c'est pas votre cœur de métier, de produire du code propre, réutilisable, qu'on peut déployer en production. Alors peut-être pas vous-même en tant qu'actuaire, vous pouvez être un peu loin, mais en tout cas, vous pouvez faire la passation ou une transition avec des équipes IT assez fluides. Donc, je pense que cette compétence d'être capable de coder et de s'intégrer dans un écosystème IT, elle est très importante. Sur les typologies de postes, je pense qu'il faut cibler des postes qui sont, enfin, si vous voulez vraiment être et actuaire et avoir le volet data scientist, cibler des postes qui nécessitent une connaissance de l'assurance. Euh, dans toutes les directions techniques, il y a des cellules qui sont un peu spécifiques, des directions techniques notamment de dommages, hein, qui sont spécifiques sur affiner la tarification, affiner potentiellement de la lutte contre la fraude. Je sais qu'AXA, ils ont une cellule qui s'appelle Claims Analytics. Chez nous, on a des cellules de tarification un peu avancées qu'on appelle d'agilité tarifaire, où on demande un peu la double compétence, des gens qui sont capables de construire les modèles et en même temps de faciliter la transition vers le SI de modèles complexes. Si on veut aller un peu au-delà d'un GLM et qu'on veut déployer ce modèle, ça nécessite de bien s'interfacer avec la DSI. Et donc, il y a des gens avec la double compétence, modélisation, connaissance métier, et puis un peu plus IT de l'autre qui sont là à l'interface. Donc, je dirais que c'est plutôt les directions techniques dommage, ma vision, qui ont beaucoup de cas d'usage très actuariels. Après, il y a plein de cas d'usage plus traitement du texte qui existent sur les parties épargne. Mais je pense que c'est plus dur de se différencier. En tout cas, c'est ma vision. Antoine ou André, vous voulez... Ouais. Bah, moi, je peux rebondir. Et puis après, je peux compléter. Bah, après, enfin, je sais Ouais. pas si y a d'autres questions, mais je peux prendre le relais peut-être avec Clara aussi un petit peu sur ce sujet. C'est vrai que je suis d'accord avec ce qui est dit. Euh, ça me va Ok. bien. Ok. Bah, pour le coup, en fait, je pense que Antoine, on va rester dans la même veine. En fait, tu vas te représenter, Ok, présenter ton expérience, ton parcours pour que, en fait, très bien. les participants puissent savoir qui est Antoine. Et après, en fait, tu auras aussi une question centrale à l'instar de Yolan, en fait, Ouais, et à laquelle tu pourras répondre. Et éventuellement, s'ils ont des questions, comme le disait Jordan, ça sera dans le fil et on va intervenir. très bien. Merci. Bah, déjà, bonsoir à tous. Désolé, je suis arrivé un tout petit peu en retard. Petite galère à trouver le lien de ce meeting. Euh,
Alors, donc, pour ma part, par contre, j'ai un parcours scientifique également. J'ai fait maths sup, maths spé de mon côté. Ensuite, j'ai rejoint l'ENSAE. Euh, pour une petite anecdote, déjà comment je suis devenu actuaire, c'est un peu le fruit du hasard, pour être tout à fait honnête. Moi, je voulais devenir pilote de chasse à la base. J'ai fini à l'ENSAE. Ça a été la première étape. Et puis à l'ENSAE, après, j'ai découvert l'actuariat, comme beaucoup de gens d'ailleurs à l'ENSAE. Euh, et, euh, Et en fait, j'ai failli même ne pas devenir actuaire, pour être tout à fait honnête, parce qu'en dernière année, enfin notamment en année de césure, donc c'était en 2014, on parlait de big data à l'époque, et entre guillemets, c'est ce qui m'a un petit peu mis en fait le premier pas sur ce côté, qu'est-ce que cet aspect curiosité. Euh, pour ma part, en fait, c'est ce qui a orienté en fait quasiment tout le reste de ma carrière. En fait, pendant mon année de césure que j'ai faite à Milliman, donc en actuariat, sur des sujets de modélisation S2, donc des choses assez techniques. C'était beaucoup de calcul taux, beaucoup de modélisation de taux. J'étais dans l'équipe R&D, des choses qui me plaisaient beaucoup parce que j'aimais bien ce côté, avoir l'impression d'appliquer vraiment les outils mathématiques qu'on nous enseignait en fait sur des problématiques réelles. C'était ma première découverte, on va dire, du monde actuariel que j'ai ensuite, je me suis rendu compte que c'était vraiment une vision très très biaisée aussi du monde de l'actuariat. Parce qu'on, quand on est étudiant, souvent en fait notre première expérience c'est via notre premier stage. Puis en fait on pense que c'est ça l'actuariat. Faut savoir qu'il n'y a pas un seul type d'actuariat, donc ça c'est le premier message, ça n'existe pas. Il y a plusieurs types de métiers dans l'actuariat, plusieurs types de tâches, et c'est assez vaste finalement, ça va du réglementaire, financier, quelque chose qu'on voit très souvent sur l'aspect quand on fait du cabinet de conseil et qu'on accompagne des compagnies d'assurance, ce que j'ai fait moi. Et après, j'ai découvert beaucoup plus tard, en rejoignant la rassurance, qu'en fait, il y a aussi pas mal de choses autour du risque. Et là, on retrouve l'aspect vraiment proche. Qu'est-ce que c'est modéliser un risque, sous tous ces aspects. Euh, Ça existe aussi. Donc, je reviens à ma chronologie. En année de césure, c'est là où j'ai découvert finalement le big data. Et c'est ce qui m'a amené en fait à vouloir finalement, entre guillemets, ne pas choisir. Donc, je me suis dit actuariat ou pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les deux en même temps? Donc en troisième année, en fait, c'est là où j'ai continué d'avoir actuariat. J'ai décidé du coup de faire pas mal de choses en complément. Donc je suis les cours du MBA et en auditeur libre. Et j'ai fait un master appliqué, un master en informatique, en deep learning. Parce que c'était à l'époque, on commençait à en parler, mais il fallait tout faire soi-même. Donc il fallait savoir bien coder pour faire du deep learning en 2014. On n'avait pas forcément pour une idée, TensorFlow, ça n'existait pas, si ça vous parle, TensorFlow. Mais ces packages, en fait, n'existaient pas, il fallait tout faire soi-même. Il fallait être assez bon en informatique pour vraiment évoluer. XGBoost, ça apparaît en 2016, 2015-2016. Pareil, il fallait pour faire du ground boosting avant, de manière optimisée, il fallait un petit peu triquer. Puis c'est à l'époque, on faisait du Spark aussi, parce qu'on parlait de big data. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, l'environnement concret. Donc, je suis sorti du master avec du coup mon titre d'actuaire, un diplôme, un master, master deep learning. Euh, je suis sorti un petit peu sur ma faim parce que j'avais l'impression que il y avait tout un monde en fait derrière la data science qui était assez appliqué, qu'on nous avait pas forcément enseigné. Et on n'a pas forcément tout voir en un an d'études. En général, on ne connaît pas grand-chose finalement, ni de l'actuariat, ni de la data science. J'avais que les bases. Donc j'ai décidé de faire une thèse cifre, toujours à Miniman. Bon, vous savez, cette thèse cifre, c'est une thèse cifre du week-end, on va dire, j'appelle ça, une thèse cifre du week-end et du soir, mais je fais beaucoup d'opérationnels pendant ces 3 premières années à Miniman. Beaucoup de software development, justement, développement d'outils un peu similaires à Accurate aujourd'hui, ce qu'on trouve dans le marché. Euh, Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur l'importance de l'industrialisation du côté concret de ce qu'on faisait en fait au quotidien, ce qu'on appelle mettre en production finalement des modèles sur un sujet vraiment propre à la data science en vrai. Donc ça, j'ai fait ça à peu près pendant 2 ans et demi. Euh, Après ces 2 ans et demi, du coup, chez Miniman, je suis revenu sur des sujets plus appliqués en utilisant tout ce que j'avais appris. Donc là, c'est là où j'ai découvert le monde vraiment du big data en utilisant
ces données massives, notamment en travaillant beaucoup sur des données télématiques, donc c'est des données des voitures connectées, enfin des voitures plutôt, qu'on capture via des boîtiers, des téléphones ou en tout cas des données qui permettent de mieux comprendre finalement comment les gens conduisent. Et tout le challenge, c'était de comment on pouvait lier ça finalement à un risque. Donc c'était un peu ma première expérience de la première connexion entre le monde de la data science et de l'actuariat. Comment, avec des données qu'on n'a pas l'habitude de manipuler en tant qu'actuaire, pour donner un petit ordre d'idée, d'exemple, quand on fait un pricing automobile, en général, on va avoir une ligne d'observation dans un Excel avec une vingtaine de colonnes par assuré. Quand on fait de la télématique, enfin en tout cas quand on essaie d'en faire, moi je manipulais des données où on capturait une donnée quasiment toutes les secondes. Donc vous vous retrouvez par assuré par jour avec potentiellement une centaine, voire des milliers de lignes. Et en termes de dimension de colonnes, en fait, en termes de différentes données qu'on peut capturer, on pouvait monter jusqu'à 500 colonnes. Donc, concrètement, si je parle en giga en termes de volumétrie, on se met à manipuler des téraoctets de données pour une année d'observation sur le même périmètre d'assuré. Donc ça, c'était première étape, c'était comment manipuler ça. Et quand on est tueur, en général, c'est là où on a les premiers gaps. Et c'est là où du coup j'ai pu vraiment capitaliser sur mes premières années à Milliman sur ces sujets très, très techniques. Ces dernières années à Milliman, donc je fais 5 ans à Milliman, donc 2 années et demie on va dire, où je simplifie un petit peu, mais où c'était très software development. Et les 2 dernières années plutôt se revenir sur des projets, des missions, donc ça m'a permis un peu de voir plusieurs, euh, plusieurs manières d'appliquer la data science à l'assurance, qui par ailleurs était le sujet de ma thèse. Et donc d'essayer de voir concrètement ce qu'on pouvait faire. Donc ça, c'était vraiment entre 2015 et 2019. Et ensuite, en 2019, j'ai rejoint Score pour monter l'équipe de Data Science, justement. Donc là, à Score, j'ai découvert, comme je vous le disais tout à l'heure, un nouveau monde, une nouvelle facette de l'actuariat, qui était vraiment la modélisation des risques. Donc chez Score, en tant que rassureur, donc on porte on porte des risques. Et donc, l'un des usages primaires de la donnée, c'est de s'assurer qu'on est capable de vraiment de modéliser le risque en lui-même. Donc, en gros, tous ces cours qu'on vous enseigne, qu'on enseigne en voie actuariat, qui est partir d'une information, comment on arrive à en définir l'occurrence d'un événement, c'est exactement ça, avec la complexité de la définition de l'événement. Donc, j'ai commencé chez Score en Life and Health. Donc, comment, par exemple, on modélise un risque de mortalité. Et comment on fait ça avec des données, pareil, biométriques, mais aussi des données de capteurs. Donc, c'est là où, en fait, j'ai fait ma première expérience également du machine learning appliqué à l'assurance, mais sur des sujets techniques tels que la modélisation de survie. Donc, en général, en actuariat, on nous enseigne, on a quelques cours sur les données censurées, sur la manière d'estimer, euh, on va dire, d'estimateurs, ne serait-ce qu'un un taux de mortalité, par exemple, enfin, ce qu'on appelle un QX, enfin, une probabilité de décès à un âge donné. Euh, Là, si on se rend compte de la vraie vie, en fait, moi, je me suis rendu compte, par exemple, tout ce qu'on nous avait enseigné, en fait, certes, c'était la théorie, mais aucun de ces outils théoriques n'est appliqué dans la pratique. Les estimateurs qu'on nous a enseignés, c'était sympa, mais en fait, dans la vraie vie, quand on demande, mais il est où l'estimateur Kaplan-Meier, tout le monde dit, mais Kaplan-Meier, tout le monde s'en fout, personne n'utilise ça comme méthodologie. On utilise une autre méthodologie de marché qui est Nelson Allen, et bon, c'est une autre manière d'estimer les choses. Là, c'est les premières réalités terrain. Et après, c'est là où, du coup, on va dire, j'ai fait mes premiers faits d'armes où il a fallu appliquer vraiment le machine learning au modèle de survie. Donc là, il a fallu vraiment comprendre, rentrer dans la théorie pour comprendre ce que ça voulait dire modéliser un risque, le lier à la spécificité des modèles de machine learning, puisque tous ces modèles ne sont pas forcément adaptés pour ce type de données censurées. Donc, bien comprendre ce qu'il fallait faire et assurer qu'on le faisait correctement, parce que ce score, on a des grosses expositions et pour donner quelques ordres d'idées, en fait, si on se trompe potentiellement de 0,1% d'estimation sur nos mortalités, on peut être impacté sur des ordres de grandeur pouvant aller jusqu'au milliard. Donc, des impacts assez significatifs. Donc, il fallait s'assurer du coup que ces modèles en fait étaient bien ficelés.
Bien entendu, en fait, c'est là où, du coup, tout ce qu'on, l'intersection, elle a encore plus de sens. C'est que quand on fait du machine learning en assurance, déjà, il faut comprendre ce qu'on fait, c'est la première étape, et puis après, il va falloir l'expliquer. Donc, c'est vrai qu'en 2020, avant j'ai envie de dire l'avant ChatGPT, on était un peu plus tolérant enfin, on était très attentif sur la notion de transparence, comment on explique un modèle XGBoost, tout ce qui échappe, etc. Bon, c'est encore important aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a envie d'utiliser OpenAI et ChatGPT, et donc en fait, les gens se posent limite même encore moins de questions qu'avant sur ces sujets de transparence, dans les usages en tout cas. Dans la modélisation, on s'en pose encore plus, mais dans les usages, en tant qu'utilisateur, les gens s'en posent encore moins. Il y a le Covid, je ne sais pas s'il y en a parlé, désolé, mais enfin, le Covid, c'était une période assez, euh, assez, assez, euh, assez sportive. Donc, justement, de la spécificité de score, nous, on assure des risques de mortalité. On assure aussi, on réassure la pandémie, des risques pandémie. Donc, j'étais en front line derrière les équipes de modélisation. Et ça, c'est grâce aux expériences que j'ai pu avoir à l'INSAE sur de modélisation. Le stage que j'avais fait à Milliman, par exemple, m'a servi. Parce que tout ce qui est comprendre un modèle de diffusion, comment on le calibre, comment on le développe et comment on l'implémente. Ça, j'ai dû faire ça pendant à peu près quelques mois, on va dire. Ça a duré 8 mois, 8 9 mois. Euh, Ça a permis en fait d'être assez leader sur le marché sur les projections. Bon, pour la petite anecdote, Washcore, on m'avait demandé de prédire, quand c'était au tout début, donc c'était en février, de prédire quand est-ce que la France allait se confiner. Ça, on était début février. Euh, J'arrive avec très peu de connaissances sur les modèles épidémiologiques. Autant vous dire que l'anecdote, la prédiction s'est faite grâce à un Excel et ce que j'ai habilement appelé comment j'avais appelé ça? Une régression, je sais plus, logarithmique. Bon, bref, c'est un truc tout bête, hein. C'est juste, j'ai fait une régression toute bête et c'est juste qu'au lieu de, j'ai pris le log des données, enfin, le log des données que j'avais et j'ai fait une régression linéaire, quoi. Donc, c'est ça. Euh, mais ça m'a permis de prédire au jour près, quand même, à 2 semaines à l'avance, que la France allait fermer dans 2 semaines. Et donc, du coup, nous, on s'était mis en full remote chez Score, à 10 jours avant l'annonce officielle. Euh, donc, voilà, c'est une petite anecdote marrante. Donc, quand j'y pense, c'est assez drôle. Et donc, aujourd'hui, je suis revenu sur des sujets un peu transversaux. Donc, maintenant, je suis en charge du coup de tout ce qui est implémentation de l'IA au sein du groupe, chez Score. Donc, plus seulement en Life and Health, mais aussi de manière très transverse pour tout l'ensemble du groupe. Donc, ça depuis 1 an à peu près. Et voilà à peu près ce que je fais. Donc, on a industrialisé chez nous. J'ai pu industrialiser justement les modèles génératifs, d'IA génératifs qu'on a nous en production depuis juillet 2024. Mais c'est des sujets qu'on traitait notamment en mode NLP depuis un petit bout de temps quand même. Donc, la manipulation de données textuelles, c'est quelque chose qui est assez, en tout cas chez Score, qui est assez utile parce qu'on processe énormément de données et de documents, notamment pour l'évaluation des risques de santé, mais aussi en risque PNC, c'est des informations qu'on transmet beaucoup par document. On a très peu de données structurées, enfin, on a très peu de données, comme on pourrait le voir, côté assureur, de pricing ou de claims. On a rarement la donnée à la main individuelle. Donc, c'est ce qui fait que c'est un très très gros enjeu pour nous de structurer de la donnée qu'on transfère par document. Voilà à peu près mon parcours. Désolé si j'étais peut-être un peu long. Mais globalement, double casquette, machine learning appliqué à l'assurance, et ça depuis ma dernière année d'études, et j'ai toujours évolué sur ce créneau euh, de manière, euh, de manière historique. Donc, je suis diplômé actuaire, certes, je considère avoir beaucoup, vraiment avoir été dès le départ vraiment sur cette frontière, et depuis le temps de toujours tenter de comprendre ce que ça veut vraiment dire, cette frontière. Aujourd'hui, avec le recul, j'arriverai vraiment à bien le définir. Au tout début, c'était pas forcément clair, mais l'industrie a beaucoup mûri, je trouve. Euh, J'aurais une question, peut-on remplacer complètement certaines tâches actuelles par l'IA? Non, non, aucune. Euh,
Après, ça dépend comment on définit l'IA, mais l'IA au sens génératif, non. L'IA au sens, si on dit que c'est des modèles, bah, en fait, moi, je considère qu'aujourd'hui, la maturité augmente. Donc, c'est juste que ces modèles, c'est des modèles comme des autres. Et bon, on les utilise avec le même regard et la même rigueur qu'on peut avoir avec n'importe quel modèle en actuariat. Donc, euh, on fait la même chose, on modélise les choses de manière actuarielle, donc c'est-à-dire on modélise un risque et on utilise des modèles pour ça. Après, voilà, c'est pas parce qu'un modèle est complexe que c'est de l'intelligence artificielle, ça reste un modèle. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est vraiment quand on essaie vraiment d'avoir une tâche humaine, effectivement, et en Natura, malheureusement, c'est pas des tâches aujourd'hui qu'on sait répliquer facilement. On a toujours besoin de gens qui savent faire des maths pour vraiment répliquer des tâches actuarielles. Donc faire un calcul de pricing, faire une projection, pour le coup, ça, c'est pas réplicable par de l'IA pour l'instant. Est-ce qu'il y a Pour le... d'autres questions? Oui, nous avons une autre question. Est-ce que l'interprétabilité des modèles de deep learning n'est pas un frein dans leur application dans le domaine de l'actuariat? Répétez le début de la question, vous dites l'application du cloud. L'interprétabilité des modèles de deep learning. Ah, Donc, ouais. oui. Pour être tout à fait franc, c'est une question. Alors moi, enfin, je vais vous donner mon aperçu des choses. En fait, c'est un sujet qui revient souvent sur la table, sur l'interprétabilité des modèles. C'est une question qui peut entre guillemets, facilement se résoudre. En fait, la question, c'est pas souvent l'interprétabilité, c'est souvent, c'est plutôt de s'assurer qu'on maîtrise un petit peu l'impact sur le rendu final, enfin, sur les sensibilités ou entre guillemets entre l'entrée et la sortie. Donc souvent, l'interprétabilité des modèles, ça se joue beaucoup là-dessus. Pour vous donner un exemple concret, j'ai des exemples dans des marchés où en fait, ils ont simplement, en tant que modèle simple interprétable, des règles dans un Excel. Donc, si je vous montre l'Excel, vous dites, ah bah ouais, c'est dans un Excel super interprétable, j'ai des tableaux, j'ai des lignes, j'ai des colonnes, je peux facilement en déduire l'entrée et la sortie. Sauf que des tableaux comme ça, ils en ont 300, qui sont combinés les uns aux autres, les uns après les autres. Et en fait, c'est tellement complexe que ces fameuses règles, hein, il n'y a même pas de modèle, hein, c'est même pas un modèle, c'est juste des règles. Qu'en fait, on est obligé d'utiliser des techniques de transparence qu'on applique à des XGBoost, donc des techniques de Shapley par exemple, pour comprendre le lien entre l'entrée et la sortie. Donc là, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais souvent cette notion de transparence ou de traçabilité, elle n'est pas tant dans la complexité du modèle, elle est dans la maîtrise de comprendre euh, si on maîtrise bien la sortie. Donc comprendre pourquoi il y a une erreur, comprendre la sensibilité en fait des entrées à la sortie. Et ça, on peut mettre n'importe quel modèle. En fait, aussi simple ou aussi complexe soit-il, moi j'ai l'impression que ça, en fait, c'est un sujet plus générique. C'est juste qu'on accentue d'autant plus aujourd'hui l'accent sur ça, c'est qu'il y a un peu cette chimère de black box. Mais la black box, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on a essayé de définir avec Yolan et André, bah, elle est relative, quoi. Enfin, c'est une black box relative. Quelqu'un qui a fait des maths, il vous dira qu'il comprend comment fonctionne un modèle de réseau de neurones et qui saura vous dire pourquoi ça fait ça. Bon, après, est-ce que ça rend le truc la plus explicable? Ça, c'est questionnable, mais enfin, moi, c'est mon point de vue. Et aujourd'hui, avec GPT, j'ai l'impression que les gens, c'est tellement instantané hein, et que ça a l'air tellement vrai que enfin, j'ai jamais personne pour l'instant, même dans l'entreprise, qui m'a dit est-ce que je peux avoir. Euh, Enfin, on accepte que c'est une black box, par contre, on accepte moins de pas vérifier le lien entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire, c'est quand même, on veut comprendre pourquoi quelque chose a répondu à la chose, mais on l'explique pas par le modèle, on l'explique par quelque chose d'humain. Moi, j'ai la même expérience, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait très très peur aux métiers quand on leur dit on va mettre. Enfin, non, c'est pas vrai. Ça leur faisait très très peur avant de ChatGPT. Ouais, c'est Que ça. qu'on leur mette un modèle de deep learning et qu'on leur dise attention. Alors moi, j'ai des exemples. J'ai un process critique chez nous qui trie tous les emails qui arrivent et qui traite les process d'adhésion, de souscription, de sinistre, de décès. Il y a un modèle. Quand vous écrivez un mail à Société Générale Assurance, qui trie tous les mails et qui le précatégorise et qui l'envoie à la bonne personne. Ce modèle, il fait 2% d'erreur. Des fois, il n'envoie pas la bonne personne. Et pendant très longtemps, avant qu'on se mette à l'utiliser, il y a eu beaucoup de travail théorique qui a été fait en amont pour dire qu'il faut absolument que ce modèle il soit explicable, qu'on sache vraiment préciser, expliquer pourquoi ça prédit comme ça, parce que ça va poser problème. Le jour où on a mis ce modèle en application en production, on l'a mis en place sur un tout petit périmètre. Ça avait
une bonne anecdote aussi. Le métier nous a dit, vous visez que vraiment un tout petit périmètre, quelques emails pour être sûr que ça pose pas de problème. La personne qui s'occupait de ce périmètre, d'un seul coup, qui s'occupait de traiter les mails qui arrivaient sur ce périmètre-là, elle s'est retrouvée à plus avoir de boulot. Ses collègues s'en sont rendus compte et ont commencé à lui retransférer les mails pour que ce soit Ok. traité automatiquement par l'IA. Ça a fait tomber la production, c'est fait en guirlandais, mais la conclusion, ça a été, finalement, le taux d'erreur était tout à fait acceptable et en fait, il était très similaire à celui d'un humain. Et tant que ça classe bien, pour le modèle opérationnel qu'on avait, il n'y avait pas besoin d'expliquer. Finalement, l'humain qui recevait l'email, il pouvait très vite conclure que c'était pas à lui que c'était destiné, il pouvait le réorienter. Et tant que ça faisait peu d'erreurs, pour ce process-là, c'était pas grave. Alors que c'était un modèle de deep learning complexe qui était derrière. En fait, J'ai des c'est use cases comme Antoine avec des modèles beaucoup, beaucoup plus simples, juste des régressions, enfin, ou des régressions, des trucs peut-être un poil plus complexes, mais avec plein de règles manuelles ajoutées à la régression initiale. Et quand il y a une prédiction qui va pas, ça nécessite plein d'experts pour aller retrouver pourquoi ça s'est passé. Ah, mais c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a mis une règle à la main en plus par-dessus dans le modèle. Donc, l'explicabilité, c'est effectivement quelque chose de très relatif et c'est très lié au contexte et à l'objectif. C'est pas vraiment lié au modèle. Enfin, ouais, je suis tout à fait faut pas d'accord. se focaliser sur le modèle. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est avec la trend aujourd'hui de l'IA, bon, c'est un effet positif, c'est que les gens sont plus enclins à tester et à valoriser. Faut pas oublier qu'en fait, un humain, si on le considère comme un modèle qu'on a un petit peu extrême, on n'a jamais mesuré sa performance. On mesure jamais sa performance proprement. Moi, j'ai plein de cas d'usage également. Grâce à l'IA générative, je suis capable de démontrer justement que j'ai trois personnes, en fait, c'est eux les black box, les trois personnes. Parce que les trois personnes, je lui donne trois fois la même entrée et j'ai trois fois des réponses différentes. Pourquoi? Et en fait, c'est des choses humaines. Moi, je fais face aussi à cette challenge aujourd'hui. C'est quand on mesure, nous, nos performances, on les mesure contre un humain. Et quand on n'est pas bon, cette rigueur de se dire je veux comprendre ce qui se passe, pourquoi, nous amène à me remonter à la source et du coup de me dire mais attendez, vous êtes trois personnes là, je vous donne trois fois le même document, vous me donnez trois fois des réponses différentes, mais pourquoi? Et personne n'est capable de me l'expliquer. Donc ça, c'est une black box pour moi. Mais voilà, ce que je vous dis, ces sujets, en fait, c'est beaucoup plus complexe, simplement une histoire de modèle, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup de choses qui sont juste liées à la nature humaine, il ne faut pas l'oublier. Euh, le côté remplacement, ces questions de remplacement d'un humain par un modèle, etc. C'est jamais aussi simple. C'est des choses à prendre avec beaucoup de pincettes et de pas se faire avoir non plus avec les promesses un peu magiques. Donc non, vous inquiétez pas, les acteurs vont pas se faire remplacer par l'IA demain et ça Alors, risque pas d'arriver dans 10 ans non plus, je pense pas. alors, on a une question. C'est quelles compétences deviendront incontournables pour un actuaire? Ah, Quelles compétences en data science deviendront incontournables pour devenir actuaire? c'est une bonne question. Alors, je vous avoue que moi, personnellement, cette réponse, j'aurais pas donné la même réponse il y a 5 ans ou même il y a 2 ans. Aujourd'hui, je vous dirais que la réponse, c'est accepter que un actuaire, c'est un actuaire et de comprendre ce que c'est un actuaire versus euh, un data scientist. Certes, aujourd'hui, il y a des techniques, il y a des outils qui sont communs en deux disciplines et donc, de facto, il y a des ponts qui sont très faciles à faire. Néanmoins, la modélisation d'un risque, ça reste ça le cœur du métier d'un actuaire. D'accord. Moi, je le vois en tout cas chez Score. Euh, partez de zéro, vous donnez une donnée à un data scientist, vous lui dites modélise-moi une prime pure, calcule-moi un natural sur expected, calcule-moi un loss ratio, le data scientist, il ne sera pas faire. Pourtant, on utilise les mêmes outils, potentiellement, c'est pas le sujet. Donc, les compétences incontournables pour moi, déjà, ça sera plutôt, c'est plutôt de la gestion de certains outils qui vont être communs en deux. Python, moi aujourd'hui. Enfin, moi, je suis assez catégorique, il n'y a pas de débat. Hier, Python, si vous devez choisir, c'est Python, point. En tout cas, chez Score, nous, tout est en Python, modèle interne, pricing, tout est en Python. Donc, ça veut Ouais, dire que le débat, il existait allez, quoi, il y a 5 ans encore, ouais, même un peu plus vieux, mais Python a bouffé le marché. Donc, c'est pas une question de est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien. C'est une question de si vous voulez être employable, c'est Python qui est utilisé partout, sauf Hmm. dans des laboratoires de stats. Ouais, c'est ça. Donc, il Exactement. n'y a pas de débat, en fait.
sur le sujet. C'est pas un avis de est-ce que je préfère R ou Non. Python. C'est même pas un avis de qui est le meilleur, hein. C'est Oui. Python, et l'explication souvent c'est l'industrialisation et aussi la capacité à accéder rapidement à l'innovation en IA. Aujourd'hui, ça se fait en Python par défaut. Vous verrez jamais personne publier un LLM en R, ça n'existe pas. Mais c'est parce que le langage n'est pas fait pour. Euh, Il y a d'autres compétences qui sont aussi liées au modèle. Je pense aujourd'hui, de plus en plus, on voit dans les cours d'actuariat l'ouverture d'esprit sur des familles de modèles que peut-être on n'étudiait pas avant. Euh, et après, j'ai envie de dire, les compétences incontournables, c'est aussi la curiosité et la capacité à interagir avec son ordinateur. Donc, le langage de programmation, je pense que je suis même pas certain que dans les cours d'actuariat, ce soit quelque chose forcément sur lequel on met l'accent. Enfin, il n'y a pas d'examen dans le diplôme d'actuaire autour de la programmation. Ça, je pense que par exemple, dans les années à venir, même aujourd'hui, chez nous, tous les actuaires ont besoin de savoir faire un peu de programmation. Donc, moi, c'est un des trucs que je dirais qui deviennent incontournables. Et si on peut rebondir aussi sur la partie curiosité, je pense que c'est un truc à avoir. Enfin, il y a un côté hard skill qui est vraiment indéniable. Enfin, si vous n'avez pas du tout la bonne compréhension du métier, et encore une fois, comme on disait tous les deux avec Antoine, il y a des métiers très très différents dans l'actuariat. Il n'y a pas un actuaire. Les gens qui font la fiscalité en épargne et les gens qui font du provisionnement en dommages, ils font pas le même job. Donc, enfin, vraiment, faut avoir ça en tête. Et du coup, c'est bien, il faut le socle, le hard skill, c'est obligatoire. Mais pour être employable, mais même de façon générale, je pense que ça se limite pas à l'actuariat, c'est important d'être curieux. Le monde, il bouge. Antoine, il vous a dit, il vous aurait pas fait la même réponse il y a 2 ans ou il y a 5 ans, et je pense que c'est moi non plus, objectivement. Il y a plein de choses qui vont changer. On n'a pas la science infuse, on voit pas le futur. Euh, quand le monde y bouge, bougez avec. Renseignez-vous, soyez curieux, ayez un peu la mentalité de qu'est-ce qu'il faut pour faire le boulot jusqu'au bout et s'il y a un nouvel outil qui me permet de le faire mieux et plus vite, ben je vais essayer. Et ça, je pense que c'est de manière générale une compétence à avoir dans n'importe quel emploi, mais sur la partie actuariat data science, à la vitesse à laquelle ça bouge, c'est encore plus nécessaire. Mm. Que pensez-vous pour un jeune actuaire de l'intérêt d'acheter une action de score ou une action Société Générale, par exemple, enfin, l'Assemblée Générale, on veut comprendre. Alors, bah, écoutez, si vous êtes curieux, bah, achetez-la, l'action. Enfin, une action, ça vous coûte rien et vous verrez ce qui est communiqué en Assemblée Générale. Et puis, vous ferez votre propre avis, j'ai envie de se dire, je vais pas vous spoiler. Euh, j'ai envie de dire, c'est votre libre arbitre. Si vous voulez acheter des actions de score, allez-y, hein. Je vais pas vous dire non. Je suis pas sûr que ça vous aide à mieux comprendre le métier. L'Assemblée générale n'est pas vraiment l'endroit le plus pédagogique qui existe. Mais c'est un exercice en soi. Mais c'est un Euh, exercice. Oui. Comme ça, vous verrez à quoi ressemble de manière générale, enfin, tout à fait de manière générique d'ailleurs, une assemblée générale, c'est quelque chose, c'est de la transparence portée aux investisseurs, et c'est ni plus ni moins que ça. Donc, Mais ça répond un peu à ce qu'on vient de dire avant. Soyez curieux. hmm. Acheter une action, aller à une assemblée générale. Non, mais c'est intéressant. C'est une bonne question. C'est intéressant. Je suis pas sûr que ça vous apprenne le métier d'acteur, mais c'est intéressant. Ouais, au moins, vous ferez votre avis, peut-être que vous trouvez ça utile, hein. D'autres questions? Il y avait une question peut-être pour André. Est-ce que les prédictions des risques générés par l'IA sont toujours fiables en période de risque économique ou sanitaire? On a peut-être un petit peu. T'as un peu parlé du Covid tout à l'heure, mais Ouais, c'est ça, on en a un peu un parlé peu du différent. Covid tout à l'heure, donc on pourrait aller plus loin sur cette thématique. Je sais pas si je déroule en ce sens ou si je commence pas peut-être par me présenter et qu'on revient peut-être sur ces questions après. Si ça vous va, enfin, comme vous voulez, les animateurs, vous nous dites comment Euh, vous voyez le reste. oui, en vrai. Du coup, on va te laisser faire le même exercice que tous les autres, en fait. De Ok, présenter ton parcours, tes expériences et de répondre à ta question centrale. faisons ça. Bah déjà, en tout cas, merci à vous, Aristide, Jordan et Loris, pour nous inviter à cet échange et pour la préparation de cet atelier. Et merci pour l'Institut des actuaires de nous proposer aussi de faire ces retours d'expérience.
J'arrive à la fin avec déjà des choses, beaucoup de choses dites par Yolande et Antoine et on se connaît bien tous les trois. Donc ça c'est top. Donc tout ce qu'ils ont dit, je n'oserais même pas parce que j'adhère. Je pense que vous avez vu tous. Mais oui, dans le silence depuis tout à l'heure. En tout cas, je partageais totalement leurs propos. Alors je vais me présenter. Moi de mon côté, André Gondin. J'ai toujours été dans le conseil en actuariat qu'un seul employeur dans un premier temps, pendant plus de 11 ans, j'étais à Optimine. Et ensuite, j'ai décidé de vaquer à mes propres occupations et de me mettre à mon compte depuis maintenant 2 ans. Mais je vais faire un rapide retour en arrière pour vous expliquer un petit peu mon chemin et comprendre pourquoi aujourd'hui je suis gestionnaire des risques et j'utilise l'intelligence artificielle pour le compte de l'actuariat, mais pas que, mais pour le secteur de l'assurance et un peu de corporate aussi. Donc, je vais revenir en arrière pour vous proposer un petit peu mon parcours. J'avais commencé par une école d'ingénieur en informatique et en mathématiques. Et initialement, je voulais faire la finance de marché. Je voulais devenir compte. Pour X raisons, le marché n'était pas prêt ou je n'étais pas prêt, mais toujours est-il le fait que j'ai découvert l'actuariat en école d'ingé. Et c'est là que je suis tombé dedans et que je n'ai pas fait marche arrière et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et donc, j'ai réussi à décrocher un double diplôme avec l'Université de Paris-Dauphine pour devenir actuaire. Et déjà en école d'ingé, mais ensuite en actuariat, je me suis rendu compte au fait que les gens autour de moi n'étaient pas forcément à l'aise sur la programmation. En tout cas, pas tout le monde n'aime ça. Alors, tout le monde aime utiliser les nouveaux gadgets, les nouvelles technologies, mais pour coder, pour s'équiper au quotidien, c'était pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Et ben, moi, j'aimais bien, au fait, aider mes compagnons, soit de nouveaux collègues au sein d'Optimine, ou soit même lorsque j'étais sur les bancs de l'école encore, pour prendre cette casquette de geek, hein, faut se le dire. Je suis arrivé, au fait, et dès le deuxième mois, j'étais le geek parmi les actuaires. Donc, mais ça me déplaisait pas. Et au final, de l'autre côté, je me dis, qui plus est, depuis très jeune, je voulais être aussi prof. Et je me dis, bon, bah, en fait, si je peux aider mon prochain à côté leur enseigner quelques petits trucs ou leur donner quelques tips pour que ça accélère leur quotidien, tant dans leur mission ou pour toute autre chose, c'était pas plus mal. Donc, il y avait ce côté-là. J'ai commencé juste avant Optimine, par un stage à ProBTP pour construire une table d'expérience pour le maintien en invalidité. Et ça c'était top parce que parmi vous, vous allez avoir beaucoup cette crainte de dire est-ce que je vais avoir suffisamment de données pour faire mon mémoire, est-ce que je vais développer ou pas et tout. Eh bien, j'ai eu une bonne étoile. Moi, j'ai eu les deux. J'ai eu beaucoup de données et j'ai eu pas mal de développement. Alors, au début, c'était sur SAS. C'était pas mal, mais bon, après, rapidement, on est allé sur R. Et comme l'a dit Yolan et Antoine, eh bien, maintenant, c'est Python. Et il n'y a pas de choix à faire. Vous pouvez nous croire sur parole. Je pense qu'on peut mettre tous les trois nos mains à couper et aller sur Python. Donc voilà. Mais comme l'a dit aussi Yolan et Antoine, au fait, suivez le marché. Que ça changera peut-être demain, mais pas dans les prochaines années. Mais choisissez de suivre le marché, écoutez, soyez curieux. Pour revenir là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait en data science ou en machine learning sur ces 13 ans de carrière maintenant? Il y a eu, alors ça va peut-être être en redite, hein, mais je vous donne un peu ce que moi j'ai pu faire dans mon parcours. Il y a eu pas mal d'automatisation de GLM pour le pricing en non-vie, mais aussi en santé. Il y a aussi à un moment donné l'étude de l'impact du 100% santé. C'est une réglementation qui est arrivée à partir de 2019 et il fallait comprendre au fait qu'elles allaient avoir, enfin, pour une mutuelle, j'ai travaillé pour le compte d'une mutuelle pour comprendre quel allait être l'impact sur le 100% santé. Et au fait, j'ai eu l'occasion de travailler sur leur base à la maille gestion, donc des millions et des millions de données, d'une part, et de l'autre côté, récupérer aussi la consommation des Français, qui était fournie par la Sécurité sociale, je crois que depuis 2012, même un petit peu avant. Non, 2018, pardon. Et ils ont mis à disposition les données depuis 2012, voire même avant encore. Bref, de voir où est-ce qu'allait se projeter le portefeuille de cette mutuelle et donc utiliser toute la panoplie de temps de programmation, d'ingénierie sous Python et sur R, parce qu'on faisait encore les deux à ce moment-là, et, d'avoir aussi les bonnes pratiques en termes de tarification et de revalorisation des contrats. Donc là, il y avait forcément la casquette actuarielle qui devait apparaître, et de tenir compte justement de cette réglementation 100% santé qui a évolué encore des années après. Bref, donc il y avait ce périmètre-là d'automatisation de GLM et puis de l'impact de tarification en santé. Puis il y a eu l'ingénierie pour les modèles prospectifs
Pas forcément de data science dans un premier temps, plus d'informatique, mais ça peut être lié. Il y a de la parallélisation de calcul, il y a eu le fait d'assurer la convergence des simulations Monte Carlo aussi, parce que nos chers acteurs nous demandaient d'aller encore plus loin, faire des projections de plus de 50 ans, voire même jusqu'à 100 ans. Et donc, il fallait essayer de gagner, de grappiller des années, des décennies de convergence. Alors, c'est pas le même périmètre aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de simulations que par le passé. Nous, on était encore qu'à 1000 ou 5000 simulations. Peut-être que les acteurs aujourd'hui vont un peu plus loin pour avoir en tout cas une convergence plus digne de ce nom. Et bien sûr, sur ce périmètre des modèles prospectifs, il y avait aussi d'utiliser le machine learning pour le paramétrage des modèles. Tant sur alors pas le modèle en soi, mais plus sur les données. Il y avait tant sur la segmentation des populations. Est-ce que si aujourd'hui on peut de plus en plus faire du ligne à ligne, est-ce que on regroupe la population de telle ou telle façon? Est-ce qu'on peut utiliser les algorithmes de machine learning en non supervisé pour faire du clustering et voir la population différemment? Oui, pourquoi pas, ou en tout cas on a réussi à le faire. Et par ailleurs aussi pour recalibrer les lois de passage ou les changements d'état ou les lois d'arbitrage, etc. Donc là pareil, on ne peut pas faire sans l'actuaire, on ne peut pas faire sans le data scientist, les deux casquettes sont nécessaires. Pour finir sur la partie C'est aussi important, André, mais Oui, il y a Antoine qui doit nous quitter. Donc, il fallait le remercier pour son merci Antoine. intervention. À bientôt Merci Antoine. encore. Au revoir. Désolé encore. Ah, pardon. Et sur le dernier point où la data science intervient dans le monde actuariel, c'est sur la création aussi de dashboards, sur le fait de créer des dashboards dynamiques. Je me revois tout début de ma carrière, soit de faire ça sur Excel, soit de faire ça sous SAS, puis après ça a été R, avec potentiellement aussi R Shiny, et maintenant de plus en plus sous Python. Alors, il y a aussi d'autres outils hein, de data viz, type ClickView, Tableau, et j'en passe. Mais en tout cas, il y a une nécessité aussi de se dire, la donnée, elle est de plus en plus, au fait, fréquente, mise à jour de manière plus time to market et dans plus grande dimension et la possibilité au final via la technologie de le voir en dynamique. Donc ce serait dommage de le faire entre guillemets à l'ancienne, même si c'est encore pas mal le cas, d'avoir du PPT et de dérouler des slides sans animation ou sans la capacité en réunion, quand c'est nécessaire, hein, suivant le type de réunion, de pouvoir au fait jouer sur un curseur et faire évoluer la donnée en live pour être plus proche de ce qu'on pourrait présenter et d'avoir quelque chose de dynamique. Enfin voilà. Donc dans tout ce que je vous ai dit, mais très rapidement, j'essaie de faire speed, j'écourte un petit peu parce que je vois que le temps. Il me reste quoi? Il me reste 5 minutes, 5-10 minutes? C'est ça? À peu près? 10 minutes, à 10 peu minutes? près. Ok, d'accord. Bon, on est dans les temps, et je sais qu'il se fait tard et qu'on est vendredi, donc je vais écourter aussi ma présentation, mais tout ça pour dire que vous avez vu dans les différents éléments, il y a à la fois avant tout d'être actuaire et comment je vais utiliser la boîte à outils Data Science pour répondre à ma gestion des risques en assurance. Il y a ce côté-là. Je voulais aussi vous faire un petit aparté sur la double casquette que je peux avoir, c'est qu'au-delà d'être consultant en gestion des risques et en intelligence artificielle, j'ai la chance de pouvoir être directeur scientifique de la formation data science pour l'assurance qui est proposée par l'Institut du risque management. L'Institut du risque management, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisme de formation de l'Institut des actuaires. En tant que futur actuaire, vous aurez la possibilité au fait de converser avec cet organisme pour au fait voir s'il y a des formations pendant votre future carrière. J'insiste pas pour faire de la pub ou quoi pour l'Institut du risque management, pour l'Institut des actuaires, mais surtout pour vous avant tout, c'est que c'est important de continuer à se former. Vous ne vous formez pas aujourd'hui que pour votre carrière. Pendant votre carrière, c'est important de continuer à se former. Je rebondis d'ailleurs sur ce que disait Yolan, c'est soyez curieux. Et au fait, si dans cette curiosité, dans la recherche de ce que vous avez envie de faire ou quoi, eh bien, moi, j'ai pas au fait une année où je me forme pas à quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, au fait, les IA génératives, j'y reviendrai par la suite, mais sont très utiles pour se former. Mais le faire de façon très professionnelle et très rigoureuse. Mais j'y reviendrai là-dessus si on a du temps. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'occasion, et avec Yolan et avec Antoine, au fait, de continuer à former les actuaires au fil de l'eau sur ces nouvelles technologies. Il y a encore quelques années, c'était sur Python.
la semaine prochaine, dès lundi, au fait, on embarque une nouvelle cohorte qui ce sera du full Python et on va les former avec un copilote qui va être une IA générative de leur choix. Parce qu'il faut suivre son temps et donc et continuer à se former et si on a envie d'aller prendre cette trajectoire de data science et d'intelligence artificielle au global et surtout d'IA générative au quotidien pour la suite des événements, tant dans votre formation, encore une fois, que dans votre carrière professionnelle. Donc voilà ce que je voulais vous partager et peut-être vous lister très rapidement pourquoi j'utilise les IA génératives aujourd'hui dans mon quotidien pour développer. J'ai pris clairement au fait un sujet il y a un an, j'ai comparé, je prenais une journée pour développer un script. Eh bien, le mois dernier, j'ai pris 2 heures sur une thématique similaire, mais je savais que j'allais pas développer la même chose, sinon j'aurais fait un copier-coller. Mais j'étais assez bluffé qu'au fait, il y a un an, je développais pas. Aujourd'hui, je vais pas développer comme par le passé, quoi. Je le gagne, j'économise au moins 50%, 60% de mon temps à minima. Je sais pas ce que tu en penses, Yolan, mais clairement, au fait, il y a vraiment un accélérateur là-dessus. Mais ça nécessite que vous savez coder et que vous savez poser les bonnes questions à l'IA générative. Oui, C'est c'est pas ça. J'allais dire le prérequis, c'est de savoir comprendre et modifier. Donc, Voilà. Donc, et j'ai 2 petits anecdotes là-dessus, mais je finis pour vous lister les IA génératives. Je vous l'avais dit, je l'utilise pour me former, pour continuer à me former. Là-dessus, petit conseil, regardez par exemple Notebook LM. Au fait, vous pouvez mettre les sources que vous voulez dans Notebook LM proposé par Google, et au fait, vous allez questionner ce petit outil, et il va vous répondre qu'en regardant dans vos sources de données ou en tout cas, vous avez conscience de qu'est-ce qui se cache derrière, quelles sont les sources que vous avez utilisées. Ou en tout cas, pensez-y. Il y a un effet boîte noire. Vous voulez vous former. OK, vous pouvez vous former via ChatGPT ou autre, mais vérifiez toujours qu'est-ce qu'il y a comme source de données derrière. Si vous le pouvez, ou en tout cas, il y a de plus en plus de possibilités pour activer l'option de réaccéder à la source de données que votre IA générative vous synthétise, entre guillemets. Je l'utilise aussi pour accélérer la rédaction de mails et de reporting au quotidien, pour comprendre l'existence sur un nouveau périmètre. Et je vais revenir là-dessus. Et enfin, bah, bien sûr, pour convertir un script. On nous demande aussi pas mal actuellement, au fait, parce que il faut aller sur Python, comment je vais transformer un script R, un script SAS sous Python. Eh bien, au fait, c'est assez magique. Je suis moi-même bluffé à chaque fois que j'en parle parce que si, encore une fois, on couple bien les questions à poser et on découpe bien ces questions à poser à une IA générative en tant qu'agent, mais je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais si vous avez des questions, on pourra en reparler plus tard. N'hésitez pas à me contacter en tout cas, mais de se dire, je vais demander à l'IA de découper le contenu d'un script existant dans un autre langage de programmation que Python, dans un langage A, et lui dire, OK, tu as compris maintenant, eh bien, on va passer sur un nouveau langage B, potentiellement Python, et il va le convertir. Et il y a des langages de programmation qui le font très bien. Le but après, c'est de faire de la recette step by step de ce que vous faites et de vérifier et de contrôler au fait que cette conversion, ce passage, ce changement de langage de programmation fonctionne. Vous serez peut-être amené, certains d'entre vous, à travailler sur ce type de thématique si vous en avez envie. La petite anecdote, première anecdote que je vais vous partager, c'est que comme j'utilisais l'IA générative au quotidien, j'ai un de mes clients actuellement qui m'a dit, André, ce serait bien quand même que tu présentes au fait ce que tu sais faire et sur les IA génératives à l'équipe et de se dire, OK, comment il pourrait l'utiliser au quotidien parce que, au fait, il commençait à avoir une IA générative qui s'est déployée, comme Score le disait tout à l'heure, qu'ils l'ont déployé depuis juillet 2024, et ben, chez le client actuel, bah, en fait, ça s'est déployé depuis quelques mois. Et au fait, je me suis dit, ben oui, mais au fait, cette équipe, elle est très diversifiée. Et au fait, il n'y en a pas un qui travaille et qui fait la même chose au quotidien. Il n'y a pas que des actuaires et encore, il y a plus des financiers. Et donc, il fallait que déjà que je me dise, enfin, c'était une certaine pression quand même de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Donc, il fallait que je me mette à leur place d'abord et de me dire, OK, ils ont peut-être besoin de ça. Et donc, j'ai même aussi demandé au final les GA génératives, OK, si j'ai ça, si j'ai telle ou telle personne en face de moi, selon toi, au fait, quel serait le potentiel et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour, au fait, les documenter et leur mettre un pied à l'étrier sur les IA génératives. Donc, vous voyez, je m'auto-challenge, je ne le prends pas comme une finalité, mais je prends l'IA générative au quotidien en tant qu'assistant pour m'épauler, pour construire ce que je peux présenter
à mes clients. Et pour finir, finalement, un des use cases aussi que j'ai pu faire et qui est assez sympathique, que je vous partage, c'est que vous prenez un fichier Excel, on vous donne un fichier Excel, ça vous arrivera. Et il va avoir trois ou quatre feuilles. Ou peut-être vous en aurez des 300 fichiers Excel. Je ne vous le souhaite pas, comme disait Antoine tout à l'heure. Mais imaginez-vous que vous avez un fichier Excel. Vous avez trois, quatre onglets. Sauf que, bon, pour X raisons, vous avez une documentation, mais elle n'est pas suffisante. Un fichier Excel, de toute façon, documentation ou pas documentation, c'est jamais suffisant. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir de mon côté. Vous commencez par quoi? Eh bien, moi, ce que je me suis dit, c'est, eh bien, je transforme toutes les feuilles Excel, je les remplace par leur formule. Toutes les cellules qui se cachent dans le fichier Excel, je vais les remplacer par les formules et je vais converser avec l'IA. Et je vais lui dire, est-ce que tu peux me redessiner intelligemment les spécifications et les liens entre les différentes colonnes? Et est-ce qu'après, dans un second temps, tu peux me proposer des optimisations, pardon. Et donc, de fil en aiguille, là où j'aurais dû discuter ou avec quelqu'un qui était peut-être déjà sorti de l'entreprise et j'ai dû reconstruire moi-même l'histoire de qu'est-ce qui se cache dans ce fichier Excel, et ben, j'ai eu une accélération du chemin qui doit être fait par la donnée dans mon fichier en conversant avec une IA générative de manière intelligente. Bref, il y a plein de use cases comme ça que vous retrouverez et en tout cas, qui confirmera que l'IA générative aidera l'actuaire dans tous les cas dans son quotidien. J'ai beaucoup parlé là-dessus. La dernière chose que je voudrais vous partager sur ces IA génératives, c'est de ne pas les voir comme une finalité. Et vous l'avez bien aussi noté, je n'ai jamais parlé de ChatGPT. Limite, j'aurais plutôt parlé de Mistral s'il était plus connu pour faire un cocorico, comme dit Yolan aussi. C'est d'utiliser les solutions françaises. Donc, si vous êtes intéressé, on me dit qu'on on vous dit allez sur Python, j'ai envie de vous dire allez sur Mistral. Mais bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Ne voyez pas l'IA comme générative comme une finalité, mais comme un assistant et comme un copilote. Et vaut mieux leur poser 10 questions très simples plutôt que de leur poser une question complexe et attendre un résultat complexe. Faites vraiment très simple au début. Mais en revanche, qui dit question simple dit question complète, c'est-à-dire de leur donner un contexte et jusqu'au format du résultat que vous attendez. Et là, vous aurez tout gagné. Enfin, voilà pour la petite parenthèse sur l'IA générative. Et comme a dit Lohan, au fait, on pourrait prendre un verre et discuter encore pendant une heure sans difficulté sur tous ces sujets. Moi, j'ai une toute dernière anecdote et je pense qu'après, j'aurai tenu le timing, j'espère. Promis, une minute. Je me revois en train de me préparer pour passer ma soutenance de mémoire pour devenir actuaire associé de l'Institut des actuaires. Et là, j'apprends que le seul jury que j'allais avoir en face de moi, c'était l'ancien président de l'Institut des actuaires, qui est actuellement de mémoire président européen de l'Association des actuaires, notre cher Thomas Béard, qu'on peut saluer au passage parce qu'il a beaucoup fait pour notre institut et pour la communauté actuarielle au sens large en France. Eh bien, au fait, je me suis dit, ça va pas être gagné. J'avais une sacrée pression en face de moi. Bref, je continue, je déroule mon sujet, etc. Et à la fin, je réponds à ces questions. J'ai juste galéré sur une question, mais je ne me rappelle plus de cette question, tant mieux d'ailleurs. Mais j'étais pas sûr, j'étais pas serein. Et finalement, je rentre dans la salle et il me partage bravo, vous êtes admis en tant qu'actuaire de l'Institut des actuaires. Voilà ce que je dois vous partager en tant qu'actuaire qui rejoint l'association de l'Institut des actuaires. Vous devez avoir tel ou tel comportement ou telle action de façon éthique, etc. Et je vous le souhaite pour ceux qui prennent cette direction d'avoir aussi ce discours au moment de passer votre mémoire. Mais surtout, surtout, ce qui m'a partagé, c'est un actuaire doit être un bon communicant. Un actuaire se doit de bien communiquer. C'est pas tout de faire un modèle, c'est pas tout d'être content de son modèle, mais si on n'arrive pas à expliquer les résultats et les limites, ça sert à rien d'avoir construit ce modèle. Et je veux peut-être continuer, enfin, je veux peut-être finir cette présentation là-dessus, et j'ai dépassé le temps, mais je le prends. Pour finir sur ce sujet-là, c'est vous serez content, et je le souhaite, sur ce que vous allez produire, sur les travaux que vous allez mener. Mais le plus important, en fait, c'est plutôt de convaincre les gens en face de vous que vous avez fait un bon travail et que, au fait, faites preuve d'empathie depuis le début pour comprendre ce que les autres veulent et dans quoi vous vous engagez pour que, au fait, tout le monde soit content du travail que vous allez mener.
Parce que de construire un modèle, que ça soit avec du machine learning ou pas, si c'est pour vous, vous aurez rien gagné et ça va être compliqué par la suite. Donc, soyez des bons communicants et soyez à l'écoute de ce qu'on pourra vous demander. Voilà ce que je pouvais vous partager. Merci beaucoup, Antoine. Pardon, je me suis gouré. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Peut-être en fait, là, Andrea Chaud, enfin, c'est la question centrale qui me revient encore. Quelle différence, je pense qu'on aurait pu poser aussi Yolan, mais en fait, quelle différence ferez-vous particulièrement entre un actuaire et un data scientist? Est-ce qu'il y a des similitudes ou est-ce qu'un actuaire ou un data scientist peut se prévoir actuaire ou vice-versa? C'est la question qui me vient là. On m'avait posé la question plusieurs fois, enfin tous les ans, on me la pose. Et au fait, la réponse, elle est assez simple. Et en vrai, au fait, pour préparer cette question, j'ai demandé à Mistral de me confirmer ce que lui voyait. Donc, au fait, je vais juste vous lire ce que Mistral m'a dit. Et d'ailleurs, Jordan et Aristide, parce qu'on a préparé cette question ensemble, vous me direz si ça conforte et ça confirme ce que je vous ai dit il y a 2 jours. Les actuaires se concentrent principalement sur la gestion des risques financiers et assurantiels, tandis que le data scientist, lui, se concentre sur l'extraction d'insights à partir de données pour diverses applications. Par ailleurs, les actuaires vont avoir des modèles mathématiques de statistiques et prospectifs, là où le data scientist, lui, va être avec des techniques d'apprentissage automatique et de programmation pour analyser les données. Et enfin, l'actuaire sera avant tout pour le secteur de l'assurance, pour de la protection sociale aussi, parfois un peu pour l'industrie, là où le data scientist pourra travailler sur beaucoup, beaucoup plus de secteurs. Est-ce que c'est les propos que je vous ai tenus il y a 2 jours? Exactement. Ok, bon, a priori, soit Avec je me des suis mots différents, inspiré. mais c'est exactement ça. Ok, donc soit je me suis inspiré de Mistral avant de vous avoir il y a 2 jours, ou soit c'est Mistral qui a récupéré quelque chose que j'ai pu mettre ça sur le web il y a quelques années et qu'il a pu restituer aujourd'hui. Je sais pas, Yolan, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, non, mais en fait, la question, est-ce qu'on peut se prévaloir data scientist? Vous pouvez vous prévaloir de ce que vous voulez. Et la question, c'est, est-ce que vous allez être capable de faire le job? Euh, Aujourd'hui, je pense que la passerelle, elle est probablement plus facile d'un actuaire vers un data scientist, mais vers un certain type de data scientist. Les data scientists qui sont très orientés sur ce que je disais tout à l'heure, l'analyse de données structurées, vraiment extraire des insights de données. Je pense que c'est moins vrai par rapport aux data scientists qui font de l'analyse d'images, qui font de l'analyse de documents, parce que aujourd'hui, cette partie-là, c'est plus spécialisé d'un côté IT. À l'inverse, est-ce qu'il y a des data scientists qui peuvent devenir actuaires? Peut-être s'ils ont une forte spécialisation en assurance, qui finissent par comprendre le métier. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui fait la différence, c'est quand même beaucoup la compétence fonctionnelle. Je vais vous dire, ne serait-ce que chez Société Générale Assurance, il y a des actuaires qui n'ont jamais codé de leur vie, enfin, ou en tout cas pas depuis 20 ans, qui font de la fiscalité toute la journée. Ils ont peut-être fait du SAS à l'école, mais je pense qu'ils ne peuvent pas se prévaloir data scientist. Il y a des actuaires qui font de l'automatisation de modèles GLM et qui savent très bien utiliser tous les modèles enfin de classification, de régression, de ce que vous voulez, d'apprentissage automatique au sens large. Et eux, très probablement, ils peuvent se prévaloir comme étant un type de data scientist. Donc, il y a des passerelles. La frontière, elle est un peu floue parce que il n'y a pas un seul type d'actuaire, il n'y a pas un seul type de data scientist, il n'y a pas des passerelles vers tout. Vous pouvez apprendre plein de choses. Je suis pas sûr qu'il faille absolument essayer de couvrir tout le champ des possibles. Ça a probablement un intérêt d'avoir des compétences en data science. Enfin, c'est même très très probablement un intérêt d'avoir des compétences en data science en tant qu'actuaire, c'est sûr. Est-ce que ça fait de vous un data scientist complet au sens large? Peut-être pas tout le spectre, mais c'est pas très grave. Ça correspondra aux besoins que vous aurez dans le monde professionnel. Merci, Yolande. Il y a une question pour André.
Alors, dans ton rôle de consultant, quel type d'outils d'IA génératif tu utilises au quotidien et, euh, et quels sont les outils que tu utilises pour l'automatisation et la modélisation? Ok, Pour André Grandin. ok. Merci Jordan et merci à Théodore Sacco pour cette question. Alors, est-ce que c'est l'outil que j'utilise hier, aujourd'hui ou demain? Ça va bouger. Mais en tout cas, aujourd'hui, et comme je l'ai dit, je suis essentiellement sur Mistral. Moi, c'est un choix, ça me convient, ça me suffit. J'utilise Mistral. Mistral, c'est une entreprise qui propose des services, qui a un chat qui est gratuit, que vous pouvez vous y connecter. Et ensuite, cette entreprise va vous proposer plusieurs LLM, plusieurs large language models, et plusieurs services d'IA générative, dont par exemple Code Estral, qui va vous permettre justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, faire la transformation d'un langage à un autre. Il a été spécialisé pour ça. Et après, de l'autre côté, je vais utiliser soit Small Mistral ou soit Large Mistral, suivant au fait mes commandes. Pour l'automatisation et la modélisation, ce sont des grands principes. Euh, En vrai, il faudrait découper les choses et il faut plutôt voir, bonjour petit Yolan. Il faudrait plutôt voir la question sur prenez un processus de bout en bout et dans un processus assurantiel, eh ben, au fait, vous allez avoir aujourd'hui plusieurs tâches, plusieurs étapes. Des tâches qui sont déjà peut-être plus ou moins automatisées, des tâches où l'homme intervient, que ça soit un actuaire ou une autre personne. Et l'objectif, ça va plutôt de se dire aujourd'hui, est-ce que l'actuaire, sur des éléments aujourd'hui qui seraient très chronophages, qui seraient assimilés à du copier-coller, est-ce que, au fait, on ne pourrait pas demander à une IA générative de le faire? En tout cas, je le découvre encore avec mes clients, on le fait, on coche au fur et à mesure de dire, OK, on va déplacer intelligemment la valeur ajoutée d'un actuaire data scientist sur de l'analytique, sur la création de valeur, et on va mettre en place l'IA générative, type Mistral ou autre, pour aller faire des tâches qui sont plus chronophages. Et enfin, du coup, moi aujourd'hui, je suis sur Mistral. Côté ChatGPT, ils vont le faire très bien aussi. Il va y avoir des possibilités, enfin, au côté OpenAI, pardon, comme Gemini, sauf que vous allez avoir, oui, Yolan, tu veux peut-être prendre la parole pour nous dire merci et vas-y, vas-y. Non, non, mais je te laisse finir tranquillement. Ok, d'accord, Je les abandonne dans excuse-moi. 5 minutes. Pas de souci. Ok, désolé. Et oui, donc au fait, clairement, le marché est en train d'encore évoluer. Le discours que je vous tiens là, il changera sûrement dans 6 mois, comme je ne pouvais pas le tenir il y a un an. Soyez curieux, faites vos armes entre guillemets, et surtout aussi que vous allez baigner dans un environnement où vous ne savez pas quelle entreprise vous allez être, et du moins j'espère que vous trouverez au fait pointure à vos pieds, chaussures à vos pieds très rapidement, et que par contre, au fait, chaque entreprise va avoir sa propre techno. Même s'il pourrait y avoir un langage plus ou moins universel, quelle que soit l'IA qui va être mise en place. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur Mistral, il y en a d'autres qui utilisent des modèles en open source ils ont décidé de monter sur Azure. Il y en a d'autres qui font confiance à OpenAI. Il y en a d'autres qui font confiance à Google. Enfin, il y a à boire et à manger. Donc, faites vos armes, vous, au quotidien, pour déjà avoir un pied dedans. Et ensuite, vous verrez dans l'entreprise quelle va être votre destination, quoi. Malgré tout ce qu'on vous raconte sur les modèles, la vie n'est pas prédictible, tout va changer. C'est pour ça qu'on est prudent, hein. C'est le meilleur modèle du monde ne peut pas vous dire l'état du monde dans 5 ans. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est pour ça qu'on vous invite à être ouvert d'esprit, curieux, motivé. Euh, Ça ne peut que bien se passer. Vous allez probablement tous devenir actuaires et faire des choses très différentes, et vous serez quand même actuaire ou quand même data scientist. En tout cas, merci pour ces échanges. Un grand merci pour l'invitation. Merci pour toutes les questions. Et puis, très bonne soirée, bon week-end à tous. Merci à vous pour vos interventions très enrichissantes.